Alors bonjour, on est en présence de Monsieur Brosseau-Franck, responsable de culture du domaine Langlois et Château. Hein, on vous remercie de nous recevoir. Merci à Alors vous. tout d'abord, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un peu ce que c'est la fonction d'un responsable de culture, hein, quelles sont les tâches attribuées un peu tout au long de l'année. Un un responsable de culture, d'une façon générale, enfin un responsable de vignoble comme on dit aussi, c'est quelqu'un qui va, à la fois s'occuper, de la vigne depuis, la plantation, jusqu'à la récolte, mais qui va aussi, avoir une dimension un petit peu plus prospective sur, la partie, achat de nouvelles parcelles, constitution d'un vignoble, agrandissement d'un vignoble. Tous ces aspects-là. Et puis, chez Langlois Château, j'ai aussi une fonction, acheteur, pour des raisins qu'on achète auprès d'autres, vignerons. Au niveau de l'aire d'appellation, nous sommes actuellement sur l'aire d'appellation AOC Crémant de Loire. Tout à fait, qui est enfin qui re la l'AOC Crémant de Loire, est assez large puisque elle va du Maine-et-Loire jusqu'à la Touraine. On est sur l'aire d'appellation Saumur d'une façon générale, qui inclut l'appellation, Crémant de Loire. D'accord. Au niveau de la vigne, là, on s'aperçoit derrière nous, hein, donc plantation, on est sur quel type de cépage? Alors ici, on est sur une parcelle de Cabernet Franc. D'accord, Hein, c'est un cépage, qui est à la fois utilisé en Anjou-Saumur, pour produire, des vins rouges, des vins rosés et aussi du crément. d'accord. Et les cépages autorisés sur l'appellation Alors, Crémant? sur l'appellation crément, le cépage principal reste le chenin et chenin Cabernet Franc, et après on a des cépages accessoires qu'on peut aussi, mettre, qui sont, le chardonnay, le pinot noir, le gros lot. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. La typicité un peu, alors le cépage emblématique, hein, je dirais, de l'appellation reste le chenin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la typicité un peu de ce cépage? Alors, l'apport du chenin dans les vins de Crémant de Loire, ça va apporter quand même, la partie de la fraîcheur, l'acidité du chenin, qu'on va compléter, pour, une partie, fruitée avec des cépages tels que le chardonnay ou le gros lot, et pour la partie structure, par le cabernet franc, hein, D'accord. ou le cabernet, sauvignon, puis qui est autorisé aussi, quoi. Et Langlois et Château utilisent l'ensemble de ces variétés de Alors cépages? Langlois Château, oui, utilise, l'ensemble, enfin, heu, 4 4 cépages principalement, puisque le gros lot on ne l'utilise plus tellement. Mais, les 4 cépages principaux sont le chenin, le cabernet franc, le chardonnay et le pinot noir. Sachant que le chenin représente 60 de l'apport dans les cuvées, d'une façon générale, à D'accord. part certains blancs de blanc où on va faire du 50 chenin, 50 chardonnay. D'accord. Et au niveau de la vigne à proprement dit, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'évolution de la vigne tout au long de l'année, c'est-à-dire les périodes importantes du travail dans la vigne, heu, Alors du travail dans la vigne, il y en a, je dirais, quasiment toute l'année? toute l'année. Une partie, une période importante et cruciale, ça commence à la taille, hein. D'accord, L'année viticole commence au 1er novembre pour se terminer au 31 octobre, hein. On attend la chute des feuilles pour, commencer à tailler les vignes. De la taille va dépendre la charge, donc la quantité de raisin qui va être, produite, au courant de l'année. La partie et importante, c'est la taille, et même dans la taille, en fin de taille, on va plier les baguettes, et ouais, c'est une partie aussi qui est importante parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on a des printemps, qui arrivent très, très tôt, et qui vont, accentuer le phénomène de gel printanier, hein, d'accord, puisque on va avoir, ce qu'on appelle le débourrement, c'est-à-dire, la renaissance de la vigne, chaque année avec l'apparition des premières feuilles, et à partir de ce moment-là, effectivement, on va prendre le risque de geler ces nouveaux organes. Donc, on va plier, ce qu'on appelle plier les baguettes assez tardivement aujourd'hui. Et c'est un choix, c'est une date où il faut être, très judicieux sur le choix pour pas prendre trop de retard, pour pas, engendrer d'hétérogénéité non plus au sein d'une baguette entre les bourgeons de la base et les bourgeons des extrémités, par exemple, et bien évidemment tout ce travail-là se fait manuellement. manuellement.
Voilà. Et Là, puis l'autre. au niveau des tailles, on est sur quel type de taille? Une Alors guyot? ici, on est sur du guyot, D'accord, souvent ce qu'on appelle du guyot poussard, hein, c'est-à-dire que comment on a une baguette et deux coursons. Un courson à côté de la baguette et puis un courson sur la partie du cep opposé, c'est des avec tailles, une alternance. c'est des tailles qui sont obligatoires ou vous pouvez, ou c'est un choix C'est un choix, on pourrait, on peut faire, par exemple, un cordon de Roya. On a, D'accord, quelques parcelles en cordon de Roya, ce qui permet un petit peu de, quand on est dans des situations un petit peu trop vigoureuses, de réduire un peu la vigueur du cep, hein. d'accord, Et après on pourrait avoir des tailles un petit peu plus courtes avec, 2 baguettes par exemple à 4 yeux et puis 2 coursons à 2 yeux. d'accord. Ça Et on est assez libre. Réglementairement, c'est un nombre d'yeux par cep voilà. qui conditionne. Et ça va dépendre du cépage. Plus le cépage va être productif, moins il aura droit à d'yeux. Plus le cépage, ben, moins le cépage est productif, et plus on va augmenter le nombre d'yeux sur le pied. Et donc là, c'est l'INAO au sein du cahier des charges qui donne la réglementation. Voilà, c'est le cahier des charges, c'est l'ODG, c'est l'organisme de défense et de gestion de l'appellation, c'est-à-dire des vignerons en fait, hein. L'INAO n'est là qu'un organisme qui va contrôler les règles qui ont été édictées par les vignerons eux-mêmes, hein. D'accord, C'est eux qui sont à la base, à l'initiative du cahier des charges. d'accord. Au niveau du temps de travail sur la vigne, on a vu qu'il y avait le taillage des vignes. Ça consiste en quoi? Alors tailler la vigne, ça consiste à remettre à fruit la liane, c'est-à-dire que si on ne touchait pas à cette vigne aujourd'hui, la vigne continue sa croissance à partir des extrémités, hein. C'est le phénomène, ce qu'on appelle le phénomène d'acrotonie, c'est-à-dire que beaucoup de végétaux reprendraient leur croissance à partir de la base de leurs pieds. La vigne, elle va toujours s'étendre. C'est une liane, une liliacée qui va vouloir s'étendre. Donc il va falloir la contenir dans un espace qui est mécanisable. Donc pour ça, on va supprimer ces bois de l'année et on va faire repartir un bois, par exemple cette branche-là qui va servir de baguette l'année prochaine et qui va supporter la vendange de l'année prochaine. D'accord, Voilà. Et ça, il faut alors le fait de choisir quels rameaux on coupe et les couper, ça prend à peu près 35 à 40 heures par hectare, hein. Et puis, va falloir retirer tous les rameaux que l'on veut éliminer. Donc là, c'est pareil, c'est à peu près une quarantaine à 50 heures par hectare pour éliminer ces bois-là. Et la dernière opération, ça va consister à plier je dirais le rameau qui va servir de support à la vendange prochaine. Et là, ça demande entre 10 et 15 heures à l'hectare. Alors, il faut savoir que alors c'est une opération manuelle, il y a d'autres opérations manuelles. Les principales, c'est l'éclaircissage, ouais, c'est-à-dire comment éliminer ce qu'on appellerait les gourmands, c'est-à-dire des doubles bourgeons. Donc on va en choisir un et puis éliminer l'autre parce qu'il va produire, il va prendre de la sève et il ne va pas forcément produire du raisin, d'accord, hein. Et en plus, il va faciliter, je dirais, l'accumulation du feuillage de façon très serrée, donc empêcher l'aération de la vigne. d'accord. Et, Et p- et oui, puis, l'autre opération qui prend du temps, c'est l'accolage, c'est-à-dire qu'on a deux fils à colleur ici de chaque côté ah oui, qui retiennent le branchage dans un plan. Donc on va les agrafer avec des petites agrafes comme ça et on va emprisonner les rameaux dans ces fils à colleur. Et là c'est pareil, il faut 20 à 30 heures parce qu'on va passer une première fois puis on va attendre que la vigne repousse un petit peu plus haute pour pouvoir réemprisonner l'ensemble des brins, ouais, hein. donc ça, Donc tout ce tout ça c'est du travail-là, travail qui manuel, représente au total à peu près 400 heures par hectare par an. Et donc ça nécessite à peu près un ouvrier sur un domaine pour combien d'hectares? alors, en ouvrier fixe, c'est-à-dire à l'année qui va faire toutes les opérations, on compte à peu près un ouvrier pour 10 hectares. Quand on complète avec du personnel, je dirais, saisonnier, on va arriver, alors 400 heures, je disais tout à l'heure, c'est 400 heures pour des parcelles, par exemple sur Sancerre, c'est 400 à 450 heures. Ici, en Anjou, on est plutôt entre 200 et 250 heures par hectare, D'accord. hein. Voilà. Parce que Donc, le travail dans la vigne est un voilà. peu plus simple de par la typologie Oui, de. puis la densité des pieds. À Sancerre, Ouais, on a 7000 pieds hectares. Les pieds sont très bas. Donc, du coup, ça entraîne plus d'opérations. Le palissage est moins haut. Donc, il y a des contraintes qui font que le temps de travail augmente avec.
Alors Franck, on vient de se promener un peu dans le vignoble. On a vu le travail des vendangeurs. Je me posais une question au niveau de l'espacement des pieds de vigne et le nombre de pieds à l'hectare. Est-ce qu'il y a une réglementation? Alors il y a une réglementation qui impose un espacement minimum sur le rang. Donc là on est par exemple, en général on est sur 1 mètre entre chaque souche. Et comment après il y a pas de, enfin il y a une réglementation qui impose un maximum en écartement entre 2 rangs, qui doit être autour de 3 mètres ou 3,50 m. Chez Langlois Château, nous, on a plutôt un espacement qui est de 1 mètre entre chaque pied sur le rang et 1,90 m entre chaque rang. Ce qui nous fait à peu près, je crois, c'est un petit peu plus de 5000 pieds hectares, on doit être à 5700 pieds à l'hectare, quoi. D'accord. Voilà, sur la base. Sachant que dans un hectare, il y a quand même les bouts de rang, on a à peu près 7 mètres pour faire un demi-tour au bout de chaque côté. Donc grosso modo, sur une base de 5000 pieds hectares, on est plutôt autour de 5000, 4700 pieds à 5000 pieds hectares, quoi. Sur le travail des vendangeurs, là, sur un domaine comme Langlois et Château, ça vous nécessite une brigade de combien de vendangeurs? Alors aujourd'hui, on vendange à peu près une cinquantaine d'hectares à la main et ça nous demande à peu près 45 personnes Ouais. sur une période qui est de 3 à 4 semaines. Et un bon vendangeur en termes Et de un bon rendement? vendangeur, normalement, si il y a du rendement, il est capable de couper 1 tonne par jour, hein. S'il y a un peu moins de rendement, on peut descendre à 800 tonnes. Et si on est à 800 kilos par jour, si on descend à 600 kilos, c'est que le vendangeur n'est pas bon. Voilà. Donc ça reste un travail physique. Ça reste un travail physique parce que c'est un travail qui se fait courber. Et puis pour les porteurs, même si chez nous, comme vous avez vu là sur le chantier de vendange, on utilise des géobox de 200 kg, dans lesquels on met à peu près 200 kg de raisin, ça limite, on n'a plus de porteurs avec des hottes. Ouais. Donc là déjà ça c'est moins contraignant pour les porteurs. Mais pour le porteur qui va par exemple porter les seaux et les mettre dans les géobox, il faut se représenter qu'un porteur travaille pour 6 à 8 cueilleurs et que 6 à 8 cueilleurs, c'est à peu près entre, allez, on va dire, entre 4 tonnes et demie et 6 tonnes par jour, quoi. Ouais, donc à la Donc, fin de la journée, à la fin de la journée, il a a quand des même bons bras. passé, voilà, il Il a a quand des même bons bras. passé 6 tonnes et il refera la même chose le lendemain et il va faire ça pendant 4 semaines. C'est ça. Donc Donc, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller les à porteurs la ne séance. les porteurs ne deviennent jamais cueilleurs et les cueilleurs porteurs? Alors si, ça arrive des fois que certains, à un moment donné, commencent à fatiguer, notamment au niveau du portage. Ouais. Donc certains cueilleurs disent bah, moi je veux bien porter aujourd'hui pour soulager le porteur, quoi. Voilà, on parlait de la culture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi au niveau des rangées, on s'aperçoit qu'il y a une rangée avec de l'herbe et une autre justement Tiens, sans? Alors, l'intérêt de l'enherbement, c'est vis-à-vis de la concurrence entre la vigne et la disponibilité en eau, hein. C'est-à-dire qu'il pleut et la vigne a besoin d'une certaine quantité d'eau, mais il ne faut pas trop lui en donner pour pas qu'elle prenne trop de vigueur. d'accord. Donc pour concurrencer cette vigueur de la vigne, on va utiliser des enherbements. Plus on va les tondre, plus ils vont absorber de l'eau dans le sol, moins on va les tondre, moins ils en absorberont, moins ils vont avoir besoin d'énergie pour se reconstituer. Voilà. D'accord. Hein, c'est vraiment un aspect concurrentiel. Là, on voit la différence de la taille des pieds de vigne. J'imagine que ça a un lien avec l'âge. Tout à fait, hein, Ah. c'est juste, là il y a eu un complant, à un moment donné le pied est mort, pour des raisons soit accidentelles, soit par une attaque une nécrose, maladie du bois Et une notamment. vigne peut être productive pendant combien d'années? Très variable. Aujourd'hui, on a des pieds qui, après une quinzaine d'années, dépérissent, hein, liés notamment à des symptômes de type SK, maladie du bois. Et à l'inverse, on peut avoir des vignes qui, après 90 ans, sont encore en pleine forme, entre guillemets. D'accord. Alors certes, on va passer l'âge de 30-40 ans, on est sur des productions qui vont diminuer. Par contre, qui vont être beaucoup plus régulières. On va avoir moins sensible justement à l'effet millésime, de par un système racinaire qui est très développé. D'accord. Ouais. Et au niveau qualitatif, est-ce qu'on peut dire que des vieilles vignes sont plus qualitatives que des jeunes vignes? Alors, je répondrai un peu en relançant une question, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des bons terroirs et des mauvais terroirs? Ouais. Et alors, je dis, il n'y a ni bon terroir, ni bon terroir et ni mauvais terroir, comme il n'y a pas des... Alors, il y a des vignes
plus ou moins qualitatives ou moins qualitatives, c'est-à-dire qu'il y a des vignes difficiles, comme il y a des terroirs difficiles, et il y a des terroirs faciles et il y a des vignes faciles. Voilà. Voilà. Et après, c'est justement c'est par ce notre mélange. savoir-faire de contrôler ça au mieux et de faire exprimer à chacune des vignes, qu'elles soient un petit peu plus compliquées ou un peu plus faciles, de tirer l'optimum de chacune de ces vignes. Et on peut considérer une vieille vigne à partir de quel âge? Alors, on considère historiquement une vieille vigne à partir de plus de 30 ans, quoi, voilà. Mais souvent sur les étiquettes de vieille vigne, c'est-à-dire pas de qu'il n'y a pas de réglementation. label, il n'y a pas de réglementation sur l'utilisation du mot Donc, il peut y vieille avoir vigne. une rangée dans la propriété qui a 60 ans. Si les autres ont 15 ans, on peut appeler ça vieille vigne. Voilà. Et puis il y a aussi l'aspect, je dirais, une vieille vigne, ça peut être l'âge administratif de la vigne. C'est-à-dire que la vigne a été plantée, par exemple, en 1950. Mais au fur et à mesure que les pieds de vigne sont morts, je les ai remplacés. Donc sur le papier, elle est bien de 1950. Il n'y a pas eu d'opération d'arrachage total et de replantation totale depuis 1950. Mais je peux très bien avoir une moyenne de 20 ans de mes pieds dans cette parcelle. Voilà. D'accord. Oui, donc faut pas se fier à l'appellation vieille vigne sur une étiquette. Non. Alors en général, c'est associé à un aspect très qualitatif. Oui. Donc au final, c'est quand même la mention vieille vigne, si elle a été posée de façon honnête, c'est qu'elle reflète aussi une qualité d'un produit un petit peu qui sort je dirais, du référentiel classique de la propriété. Voilà. Pour rappel, hein, une bonne partie du vignoble français a été détruit par le phylloxéra. Hein, on n'a plus du tout de vignes qui datent d'avant cette époque. Très peu, oui. Très peu. Probablement peut-être. Où on pourrait en avoir éventuellement, c'est dans les zones qui étaient indemnes de phylloxéra, c'est-à-dire des zones qui étaient sur des sols sablonneux. Du type, mais comme ce sont des zones qui ont produit qui avaient des objectifs de production assez élevés, en général, les vignes sont mortes de vieillesse depuis. Au niveau terroir, parce qu'on parle cépage, mais je crois que le terroir a son importance Oui, tout à fait. pour la vigne. Ici, en Anjou-Saumur, on a des terroirs très différents. On va aller, par exemple, quand on se rapproche de Saumur-Champigny, on est plutôt sur la période secondaire, l'ère secondaire, hein, crétacée, du Turonien, donc de la craie tuffeau, de la pierre blanche, calcaire, qui a une capacité, je dirais, à absorber l'eau l'hiver et la restituer tranquillement tout au long de l'été. Ce qui va permettre à la vigne de peu souffrir des périodes de sécheresse. Hein. Et puis à l'inverse, on va se retrouver sur des zones qui sont plus, je dirais, d'alluvion, des zones d'alluvion où on va avoir du petit caillou. Hein. Et sur ce plateau-là, on est plutôt dans ce style-là, c'est-à-dire que ce sont des graviers d'Anjou, ce qu'on appelle, donc des petits cailloux roulés et qui, eux, bien entendu, vont, par leur proportion dans le sol, diminuer les capacités de rétention d'eau. Donc, par contre, faciliter le réchauffement au printemps. Et sur cette parcelle-là, on a un débourrement beaucoup plus précoce. Hein. On peut avoir, par exemple, presque 8 jours d'écart entre cette parcelle et puis les parcelles qui sont plus sur du calcaire. Voilà. Et à l'inverse, l'été, on va par contre avoir un effet de réverbération beaucoup plus intense. Donc des phénomènes de grillure plus prononcés quand il fait très très chaud, hein, et moins résistants à la sécheresse. Donc on peut avoir des phénomènes de blocage, c'est-à-dire que la vigne va se mettre en dormance, va fermer ses stomates, va arrêter son évapotranspiration et va un petit peu bloquer le cycle à un stade. Est-ce qu'on peut, on peut partir du principe que le calcaire amène un peu plus de fraîcheur, de minéralité sur les vins? Est-ce que ça influe sur le goût par rapport à un terroir un peu plus sablonneux? Ça va influencer forcément, puisque on va pas avoir le même ratio, par exemple, de pulpe et de pellicule. Hein. Une vigne qui souffre, c'est une vigne qui va arrêter sa croissance. Donc, in fine, on va se retrouver avec moins de pulpe, un ratio pulpe sur pellicule qui va être moins important que dans une vigne qui ne va pas souffrir, qui va pouvoir se développer et avoir des cellules très turgescentes au niveau de ses baies, quoi. Et ça va avoir une incidence après aussi. Une vigne qui bloque en été, par exemple, ici on aurait du mal à faire des rouges qualitatifs, du fait que un blocage estival va entraîner des tanins un petit peu plus durs. C'est-à-dire que la vigne va se mettre en système de défense naturelle
va produire plus de tanins pour se protéger du soleil. Hein, on le voit, des vignes, c'est une pratique assez courante dans les zones à rouge. On va essayer d'effeuiller les vignes pour qu'elles prennent le maximum de soleil pour que la réponse de la vigne entraîne un phénomène de production d'anthocyanes de couleur plus important, par exemple. Hein. Oui, donc les anthocyanes, ça va être la partie colorante en fait, Tout à fait. qui va donner sur les vins rouges. Voilà. Et qui va passer dans le jus par le phénomène de macération. Voilà, qu'on va surtout pas rechercher dans les créments, puisque dans les créments, on va ramasser des raisins intègres, des grappes intègres, de façon à limiter justement les phénomènes d'oxydation au contact de l'air. Et puis aussi, ce qu'on recherche, c'est le jus de la pulpe et pas le jus des pellicules. Les pellicules. Voilà. Au niveau climat, le climat idéal, j'allais dire, pour une vigne alors, en termes de... Le climat idéal pour une vigne, c'est une précocité, une bonne précocité, c'est-à-dire un cycle végétatif qui va être relativement long. Hein, de façon à ce que, aujourd'hui, le réchauffement climatique, entre guillemets, nous est plutôt favorable en Anjou-Saumur, puisqu'on commence de plus en plus nos vendanges au mois d'août. Cette année, c'était exceptionnel, c'était le 19 août. Donc ça a marqué, parce que c'est de mémoire de vigneron, on n'a jamais vendangé aussitôt en Anjou. La précocité va engendrer forcément une maturité à une période où il fait encore très beau. Hein. Si on a des terroirs qui sont très tardifs, avec des vendanges qui peuvent aller jusqu'à la fin septembre, on sait que fin septembre, le temps va se dégrader. Hein, c'était ce qui se passait il y a une dizaine d'années ici, où en octobre, on ramassait des rouges, et puis des fois, on était contraint de les ramasser, non pas par la maturité, mais par la pourriture qui s'y installait. Voilà. Hein. Donc ça, c'est un premier point. C'est une pluviométrie assez régulière. Il ne faut pas que la vigne souffre. On voit des étés, comme on vient de passer ces derniers étés, des étés secs, ça entraîne des phénomènes de grillure, des baies qui sont toutes petites, des ratios qui sont du coup défavorables au ratio juste sur pellicule. Et ça, c'est contraignant. Voilà. D'accord. Au niveau de l'hiver, si l'hiver est rigoureux, ainsi de suite, la vigne... La vigne en hiver, elle est plutôt en dormance. Donc ça il faut vraiment des gels qui vont, je dirais... briser les ceps, on en a connu, hein, mais ce sont des gels, il faut atteindre des moins 20 degrés. D'accord, ça reste une plante très résistante. Très résistante, ouais. En termes de racines, ça peut aller jusqu'à combien de profondeur? Alors ça, on affabule toujours sur les mètres de profondeur, j'entends souvent. En règle générale, comment un système racinaire développé normal, entre guillemets, normal, c'est entre 2 et 4 mètres. D'accord. Voilà. Quand la racine de vigne va chercher plus profond, c'est qu'il lui manque quelque chose à sa disposition. Quoi. Oui, ou qu'on a vraiment des plaques calcaires en dessous. Ouais, voilà. Ou alors qu'on a, on peut avoir des systèmes qui ne sont pas toujours signes de qualité. Par exemple, on peut avoir effectivement un sol au-dessus qui est très caillouteux, schisteux, ou de ce fait, la vigne va être obligée d'aller très en profondeur pour aller chercher quelque chose. Ouais. Ce qui est souvent un petit peu antinomique parce que des sols qui sont schisteux en surface, en général, sont très rocheux en profondeur. Quoi. La roche-mère fait qu'elle est quasiment impénétrable. Donc, de toute façon, la vigne sur ces sols-là devra se contenter d'un minimum. Quoi. Après, on voit des systèmes racinaires se développer très en profondeur parce qu'on a des couches hydromorphiques en surface. Et les couches hydromorphiques ne sont pas forcément signe de qualité. Oui. Voilà. Donc, là, si on se rapproche un peu, on voit les grappes de Cabernet Franc. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la constitution de la grappe pour... Alors, d'une façon générale, on nomme sur une grappe, on va retrouver ce qu'on appelle la rafle, qui est le support des baies. Hein, et chaque baie va être constituée de pépins, de pulpe et de pellicule. Hein. Après, une grappe, en fonction, peut avoir ce qu'on appelle un aileron, c'est-à-dire qu'elle peut avoir une partie qui va se développer en parallèle. Là-dessus, j'en vois pas, mais on en a par exemple à côté. Où il y a une grappe principale et puis il y a ce qu'on appelle à côté un aileron. D'accord. Voilà, hein. Donc, il va être, selon les cépages, il va être plus ou moins marqué. Hein. Et après, là, ce sont des grappes qui sont belles, qui sont ni trop lâches ni trop denses, c'est-à-dire que les raisins restent mobiles.
hein. On a du passage d'air entre chaque raisin, ce qui va faciliter quelque part comment l'aération de la grappe et puis comment empêcher le développement de pourriture, hein. D'accord. Ça reste des petites baies, le Cabernet Franc, hein. Oui, le Cabernet Franc reste, contrairement par exemple au gros lot où on peut avoir des très grosses baies sur des gros lots, le Cabernet Franc reste avec des baies relativement Ouais. petites. Sur, on remarque, hein, sur les grappes, là, cette fine pellicule Ouais, la blanche, pruine, hein, ce la qu'on appelle, pruine, tout à fait. c'est ce qui va amener justement et qui servira plus tard sur la partie fermentation. Alors Euh, oui, enfin là c'est pareil, on a comment dans les sur le raisin, il existe une flore naturelle. Alors il y a un petit peu de mystique autour de cette flore naturelle. Il faut savoir que la majorité des levures naturelles présentes sur le raisin sont des levures qui ont des capacités fermentescibles très faibles, hein. d'accord. Ansenia spora, par exemple, va être retrouvée facilement sur le raisin, mais est capable de fermenter jusqu'à 3-4 % d'alcool. Et Ouais. après, elle n'est pas capable de finir la Donc il y a fermentation. forcément un autre apport de levure Voilà. naturelle. Donc après, comment, il y a une autre levure que l'on connaît bien qui est Saccharomyces cerevisiae, qui est une levure, elle, qui est un peu plus résistante, qui a une capacité aussi à produire naturellement des sulfites et qui va un petit peu tuer ses concurrentes, hein. Avec une capacité aussi d'implantation beaucoup plus, plus agressive. C'est-à-dire que une levure Saccharomyces va prendre le dessus facilement face à une Ouais. population, je dirais, euh, naturelle, quoi, hein. Donc là, je dirais, on a parlé du sol, on a parlé de la plante, du raisin. Bon, il y a après, bien évidemment, la culture. Je crois savoir que Langlois et Château est maintenant en label bio sur une partie de son vignoble. Est-ce que vous pouvez nous en parler Ouais, tout à fait. On a commencé la conversion, enfin, on a commencé des essais de conversion il y a déjà une dizaine d'années. On avait 2 ou 3 parcelles que l'on conduisait en bio sans en revendiquer le label. Et il y a 3 ans, on a converti 30 hectares de vignobles, nos vignobles de Saint-Florent, qui étaient dans un clos. Et puis, ce qui était important pour nous, parce que ce qui permettait d'éviter des contaminations par les voisins, Ouais. hein. Et puis, notre vignoble aussi à Saumur-Champigny, qui est dans un environnement où c'est une appellation qui est plutôt en avance sur Ouais. sa conversion bio. Donc, du coup, on a converti ces 30 hectares-là, 18 sur Saumur, Saint-Florent, et puis 12 hectares sur Saumur-Champigny. D'accord. C'est dans la, je dirais, Langlois-Château, historiquement, était un des premiers vignobles à se convertir ou à se faire labelliser Terravitis, qui était déjà une conversion plutôt, je dirais, de raisonné, Mm. ce qu'on appelle du raisonné. Et donc on a toujours continué, on a toujours été Terravitis depuis quasiment le Depuis, début, oui. parce que je crois que c'est la deuxième année après la création de Terravitis qu'on est devenu Terravitis. Et je dirais, le déroulement normal nous a conduit à être HVE et sur l'ensemble des vignobles et être bio sur ces 30 hectares de vignobles. L'autre aspect qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas encore prêt pour convertir la totalité des vignobles, et notamment nos vignobles qui sont destinés à la production de créments, c'est que notre production de créments n'est pas autosuffisante et nous demande des achats extérieurs, et que à l'heure actuelle, la disponibilité en bio en crément de Loire reste faible à Faible. l'extérieur. Ouais. Donc Mm. nous oblige de toute façon, pour la création de nos cuvées et le volume nécessaire à la création de ces cuvées, d'aller acheter des raisins qui ne seraient pas bio, et les mélanger à des raisins bio serait un petit peu une ineptie, quoi, Oui. voilà. Donc là, pour le coup, vos parcelles en bio vont dans des cuvées dites De vin parcellaires. tranquille, ouais. Parcellaire pour une partie et puis de vin tranquille, hein. D'accord. On produit un saumur blanc et un saumur champigny qui sont bio, et à côté de ça, on va faire du parcellaire, du Clos Saint-Florent en saumur blanc et en saumur rouge, et par exemple, une parcelle qui est dédiée à un saumur champigny que l'on appelle le Clos Breton. Voilà. D'accord. Et on réfléchit aujourd'hui à faire d'autres parcellaires. Voilà. Donc, mais vous pouvez pas faire des cuvées à proprement dit de AOC Crément en bio? Alors si, on a un projet de sortir une cuvée bio en AOC Crément, D'accord. hein, voilà. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec Monsieur Liégeois Tout à fait, sur la partie cuverie. voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Je vous en prie. Monsieur Brosseau, Puis, de tous ces renseignements. Et j'espère que
que ça va éclairer nos jeunes. Bah, j'espère moi aussi. Merci. Merci.